Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous connecter au Wi-Fi du Starbucks, du McDo ou de la gare pour aller consulter vos mails, vos réseaux sociaux ou travailler? Et est-ce que vous étiez sûr que c'est bien le bon Wi-Fi de l'endroit? Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la continuité de tout ce que j'ai pu vous dire sur les risques des Wi-Fi publics et pour vous abreuver d'une nouvelle vidéo pratique, petite vidéo pratique. Je vais vous présenter, alors pas vraiment un outil à proprement parler, mais un script utilisant plusieurs outils, EasyCreds. Et ce script n'ayant pas été mis à jour depuis plus de 8 ans, il y a de fortes chances que certaines choses ne fonctionnent pas, dû à l'obsolescence de certaines technos ou de certains protocoles. Donc oui, c'est daté, mais c'est plus pour illustrer des risques que je vais faire ça. Petit avertissement, encore une fois, je réalise ça chez moi, sur mon réseau, avec mon équipement, même si je ne vous cache pas que quelqu'un pourrait se connecter sur le réseau contre mon gré, et on verra pourquoi. Donc évitez de refaire ça chez vous, merci. Donc pour cette vidéo, je vais mettre en place un faux point d'accès Wi-Fi, et ma victime du jour sera cette tablette, puisque ce sera un point d'accès donc Wi-Fi, et il ne faut pas de filaire. Et c'est compliqué dans mon bureau de trouver quelque chose qui ne soit pas filaire. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur Kali Linux et je pense qu'on va l'être pour un petit moment pour d'autres vidéos pratiques. Et on va pas perdre de temps et on va lancer EasyCreds. Alors il faut savoir que de base, il faut déjà aller le télécharger, donc soit sur SourceForge, soit sur GitHub, le décompresser, l'installer, installer tous les programmes et les dépendances qui pourraient être nécessaires à la bonne utilisation d'EasyCreds. Et ensuite on peut lancer le script. Là on va pas s'ennuyer, j'ai déjà tout fait, il faut juste lancer. Alors oui, comme j'ai oublié de lancer l'enregistrement du PC, il ne me demande pas le mot de passe parce qu'en fait, je viens juste de refaire la vidéo. Normalement, il y a des prérequis qui sont nécessaires dans la partie 1, donc on va juste aller les checker. Alors, il faut savoir que la manipulation que je vais faire, je me base sur une documentation que j'ai écrite il y a 6-7 ans, qui elle-même est basée sur une vidéo que j'ai vue et dans laquelle la personne ne parle pas. Donc il n'y a aucun commentaire, on a de la chance qu'il y ait quand même 2-3 lignes écrites sur un bloc-notes qui sont en français, mais il n'y a aucun commentaire, donc il y a des choses que j'ai écrites et que je vais faire, mais je ne sais pas forcément pourquoi. Et c'est en ça aussi que je ne peux pas aller forcément très loin dans la présentation de ce script, puisqu'il me manque certains éléments, mais c'est pas grave, on va quand même avoir 2-3 trucs qui vont fonctionner. Donc normalement de base, il faut quand même aller dans edit.ether.conf, déjà pour mettre les deux lignes ici dans privs à 0, vraiment il y a des chiffres, une suite de chiffres, il faut mettre ça à 0. Et également comme ce script est disponible pour les OS utilisant Unix, donc comme Linux, macOS et FreeBSD, il ne faut pas oublier de décommenter les deux lignes, donc enlever les dièses là, ou les hashtags, histoire de pouvoir faire de la redirection en utilisant iptable. Et pareil, si vous utilisez de l'IPv6, faire la même chose ici. L'une des choses donc que j'avais notées dans ma documentation et donc vu dans la vidéo, c'était d'écrire certaines lignes dans ether.dns, donc le menu 2, mais je sais pas forcément trop pourquoi et à quoi ça sert, donc personnellement je vais pas le faire parce que je pense pas qu'il y ait une utilité particulière. On va revenir sur notre menu précédent. Normalement, il faut aussi installer DHCP Server parce qu'il peut être utile. Et également, ne pas oublier d'ajouter un tunnel interface to DHCP Server. Donc c'est dans la partie 5. Et voilà, moi je suis en IPv4, donc j'ai mis ici AT0 comme tunnel. En fait, le tunnel, c'est ce qui va faire le lien entre mon port Ethernet, ma vraie connexion Internet, et le port Wi-Fi, qui là sera le faux point d'accès. Il faut bien rerouter quand même toutes les requêtes d'Internet. Cela étant fait, on peut revenir sur le menu principal et lancer notre attaque avec un fake AP attack. Là, on prend une attaque statique. Je ne connais pas les différences exactes entre ces différentes attaques, l'attaque statique, Evil Twin et les autres. Pour l'instant, on va se limiter à attaque statique, ça sera déjà pas mal. Là, on nous demande si on veut inclure un sidejacking attack. Pour l'instant, non. Et là, on va commencer à arriver sur de la configuration. On nous demande l'interface Internet. Si vous ne connaissez pas le nom de vos interfaces, vous pouvez ouvrir un autre terminal et faire ifconfig. Hop là, et si j'écris correctement, ça sera mieux. Et là, en fait, vous avez tous vos interfaces
sous les yeux. Donc ETH0, ça c'est de l'Ethernet. Et le WLAN 0. On peut trouver un WLAN 1 si jamais en plus de votre carte Wi-Fi, vous avez un adaptateur USB Wi-Fi. On ne sait jamais parce que cette attaque peut être aussi réalisée dans une gare par exemple, hein, en étant connecté sur le Wi-Fi de la gare et en ayant un point d'accès en plus, donc il faut 2 cartes Wi-Fi. Par contre, ne le faites pas, hein, je donne ça comme exemple parce que c'est une chose que j'avais pendant longtemps hésité à faire pour le fun. Mais ne le faites pas, le faites surtout pas, je nie toute responsabilité si jamais vous faites ces conneries. Une fois que vous avez bien votre nom d'interface, donc moi ça va, c'est l'interface qui était proposée, donc c'est ETH0, 0, merci, vous le mettez. Là on vous demande l'interface sans fil auquel les gens se connecteront, donc WLAN 0. Là on vous demande le nom de votre Wi-Fi, comment vous voulez l'appeler. Alors, dans le doute, moi je vais l'appeler Wi-Fi Lab. Le channel sur lequel on veut le diffuser, alors je sais pas forcément pourquoi, mais dans la vidéo c'était 11. Donc moi, je m'emmerde pas, je mets 11, sans plus d'explication. Là, on nous demande l'interface qu'on veut monitorer. Donc comme on est en VLAN, enfin qu'on est en WLAN, donc en Wi-Fi LAN, on va prendre, c'est le seul disponible, hein, WLAN 0 MON. Mon pour monitoring. Hein. Est-ce que je veux changer mon adresse MAC? Non, je ne le désire pas. Entraîner le tunnel d'interface, donc c'est la configuration qu'on a fait tout à l'heure, AT0. Est-ce que j'ai un fichier dhcpd.conf? Non. Le range d'IP du tunnel que je veux, eh bien on va prendre celui de l'exemple. Le DNS, donc là le DNS qui est indiqué sur l'écran, c'est mon routeur, hein, donc on va éviter de prendre celui-là, lui c'est pas un vrai DNS. On va prendre le DNS de Google, à savoir 8.8.8.8. On va lancer, là il y a tout qui est en train de se lancer, vous voyez plein de choses qui apparaissent à l'écran. C'est les différents outils que le script est en train de lancer. Hein. Et c'est en ça aussi que ce script est puissant, du moins il l'était à l'époque. C'est parce qu'il va récupérer plein d'outils à droite à gauche et qu'il va tous les interfacer ensemble. Donc voilà, on est revenu sur le menu principal, mais ne vous en faites pas, nous avons quand même tout qui fonctionne, qui est lancé. Donc si je regarde avec ma tablette, je suis bien désolé de ne pas pouvoir vous la capturer, même si en théorie j'aurais pu, mais bon, c'est chiant. Je vais chercher le Wi-Fi. On voit bien qu'il y a... Bon, on ne voit pas à l'écran, mais il y a bien mon Wi-Fi Lab. Je le sélectionne, je me connecte, je suis en train de récupérer une adresse IP. Et c'est là que ça peut être problématique, parce qu'il y a des fois où ça marche pas. Mais là, ça a marché. Et j'ai Internet en plus, je suis connecté. Et ça, c'est fou. Si on regarde bien avec Airbase NG, on voit qu'il y a bien un appareil qui s'est connecté sur Wi-Fi Lab. Et cet appareil, donc c'est la... Donc là on voit la MAC adresse de cet appareil. Ici nous avons SSL Strip qui normalement est utilisé pour faire des clones. Alors si je ne me trompe pas, ça sert à faire des clones d'interface de sites SSL, donc en HTTPS, mais en les rendant pas HTTPS. Que je m'explique. Si vous voulez vous connecter sur PayPal, ça crée une fausse page PayPal en mettant une petite image de cadenas au niveau de l'adresse pour vous faire croire que c'est sécurisé, alors que ce n'est pas sécurisé. Vous marquez vos informations de connexion, il vous redirige sur le bon site PayPal, mais en même temps il a récupéré vos données de connexion. Il marche plus des masses, c'est un vieux script, je l'avais testé il y a des années, à l'époque il marchait bien. Il marchait. Bien, je sais pas, mais il marchait. Nous avons ici URL snarf, et là, alors dsniff, je sais plus exactement à quoi il sert, pour moi c'était un sniffer réseau, donc un outil qui analysait les paquets réseau. Là-dessus, je peux pas vous dire plus à quoi il sert, sachant que j'ai même pas trouvé de définition claire sur Internet. Bon, j'ai cherché 5 minutes aussi. Mais là, ce qui nous intéressait, vu que c'est ce qui nous donne le plus d'informations actuellement, c'est URL snarf, qui déjà nous donne des informations concernant le périphérique, le device qui s'est connecté. Ce qu'on peut voir là, que c'est du Linux, de l'Android 7.0, et que c'est une Shield tablette K1, donc une Nvidia Shield,
Et c'est bien le cas. Et en plus, je vois sur ma tablette que j'ai reçu des messages, des mails. Donc Internet fonctionne vraiment. Mais la question c'est, est-ce que l'outil, le script, peut voir un peu plus? Alors là, je suis connecté de base sur un site, mais qui est en HTTPS. Donc bien sûr, l'HTTPS, c'est chiffré. Donc URL snarf n'arrive pas à voir quoi que ce soit. Et voilà, là on peut voir que j'ai fait une requête sur http pratique leparisien.fr. Donc comme c'est pas du HTTPS, ce n'est pas chiffré. Et donc, eh bien, c'est visible. On peut voir également qu'il y a d'autres requêtes qui sont effectuées, hein, d'autres gets. Malheureusement, donc, certes, c'est amusant, certes, ça peut donner pas mal d'informations, mais l'un des problèmes, c'est que, actuellement, tout est chiffré. Il y a très peu de choses qui ne sont pas chiffrées. C'est en ça aussi qu'il faut faire attention s'il n'y a pas d'autres personnes qui se connectent, parce que techniquement, c'est un point Wi-Fi où il n'y a pas de mot de passe, donc n'importe qui pourrait se connecter. Et c'est en ça aussi que je vais essayer de continuer à vous faire des petites vidéos pratiques parce que c'est sympathique, c'est amusant, même si c'est plus vraiment utilisable, hein, tout ce que je vous ai montré depuis le début. BFXSS, ça peut être utilisable, mais il faut bien l'utiliser correctement, et peut-être avoir une version payante, parce que je crois qu'il y a une version payante. L'ARP Poisoning, c'est dépassé, vraiment, c'est une méthode de Man in the Middle qui est dépassée. Hein. Je vous ai montré 7 pour du Social Engineering. Je crois qu'il existe une version payante aussi, hein, qui était plus performante. Mais grosso modo, moi, dans les outils que je vais pouvoir vous présenter, il y aura beaucoup de choses qui seront dépassées. Donc il y a un outil qui existe aussi en version payante, qui est Burp, que je vous présenterai peut-être parce que c'est vrai qu'il est pas trop mal, hein, il est assez sympathique. Il y a pas mal de choses et je crois qu'il est mis à jour. À vérifier, mais je crois qu'il est mis à jour. Et de souvenirs, parce qu'encore une fois, donc tout ça, c'est des outils des scripts que j'avais utilisés pour le fun il y a 6-7 ans quand j'avais fait mon stage de fin d'études en sécurité informatique. Mais entre-temps, je n'ai pas vraiment utilisé tout ça, donc je sais même pas si tout fonctionne. Donc j'essaierai de checker ça pour vous proposer des trucs un peu plus sympathiques. Mais voilà aussi en quoi c'est important de bien vérifier que les Wi-Fi, même les Wi-Fi publics, hein, maintenant les Wi-Fi des McDo, des Starbucks sont sécurisés, enfin normalement, hein. Même le Wi-Fi de la SNCF est sécurisé, normalement, mais vérifiez bien quand vous vous connectez avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, qu'il est bien indiqué que le Wi-Fi est sécurisé. Je me permets une interruption parce qu'à la suite de la vidéo, je pars un peu dans tous les sens dans mes explications. Mais en gros, l'un des éléments qui montre assez clairement que le Wi-Fi public est sécurisé, c'est ce qu'on appelle le portail captif, donc une page vers laquelle vous êtes redirigé automatiquement, qui vous demande généralement un nom, prénom ou une adresse mail, ou un numéro d'identifiant, et qui vous identifie sur le réseau. Ce qui fait que la session entre votre appareil et le routeur est sécurisée. Sinon, en fait, si vous voulez vraiment être sûr que votre connexion soit bien sécurisée, dans ce cas-là, oui, vous pouvez utiliser un VPN. Des sniffs, ça commence à me revenir. Des sniffs, je crois que... Alors, c'est soit des sniffs, soit Airbase NG. Il y a l'un des deux qui est censé me donner les mots de passe, les identifiants, les choses comme ça, qu'on pourra avoir. Mais c'est basé en fait sur certains champs, c'est un mot-clé dans du code. Et pareil, il faut tomber sur des sites en HTTP et pas en HTTPS, donc c'est compliqué. Donc voilà, vérifiez bien, faites attention quand vous vous connectez sur des Wi-Fi publics, que ça soit sécurisé, histoire que vos informations ne tombent pas entre de mauvaises mains. C'est une vidéo pratique un petit peu courte, mais si elle vous a plu, n'hésitez quand même pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire si vous avez une question ou une remarque à faire, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est la faute de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Insérer toutes les dépendances et les programmes qui pourraient